On a de la famille du côté des Cévennes. Mon père a vécu son enfance dans les Cévennes. Donc les cépages, le Clinton, c'est un cépage qu'il connaît bien et j'ai toujours vu à la maison une bouteille sur la table lors de repas avec des amis. Et d'ailleurs, mon père aimait bien plaisanter sur le côté interdit et il disait à ses copains, ce soir c'est soirée interdite, on ferme les volets, on se cache et on boit ce vin qui rend fou, qui est interdit et qui est censé ne pas être bon. Et puis un jour, il m'a amené chercher le vin. Quand on est allé chercher le vin, on a rencontré le petit producteur. C'était une très belle journée, c'était une rencontre avec plein de gens. Il y avait un petit repas sous les vignes, dans le soleil. Le vigneron nous a raconté l'histoire des interdits, pourquoi ces cépages étaient interdits. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable cette histoire, personne connaît. Et la vigne, c'est tellement cinématographique, c'est tellement beau, le raisin sous le soleil. Voilà, tout de suite, j'ai eu envie de faire un documentaire sur cette histoire. Vis ton vin, édition 2024. Durant 2 jours, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur, en Entre-deux-Mers, fête les vins vivants. Plus de 40 viticulteurs venus du sud-ouest et d'autres régions de France, engagés pour des produits plus naturels, font déguster leurs crus et partagent leur histoire et leur passion sous la grande halle du centre du village. Plus de 1000 visiteurs ont arpenté les allées du salon en 2023 pour la première édition. Et pour accompagner ce week-end, vivant, de la restauration, de la musique, des conférences et des documentaires dont Vitis Prohibita. Voici la bande-annonce. Là, Boudu, arrête. Toi qui as souffert du vague de la grêle, tu vas passer pour le trou éternel. Connaissez-vous l'incroyable histoire des vins interdits ? Il n'y a pas de mauvais cépages, il n'y a que de mauvais vinificateurs. Une prohibition qui touche aujourd'hui des milliers de variétés de raisins. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. S'il y a des pectines, il y aura du méthanol. Mais il faut savoir qu'il y en a dans tous les vins, parce qu'il y a des pectines dans tous les raisins. Ça ne représente aucun danger pour la santé. Ils se sont aperçus que les cépages américains résistaient au phylloxéra naturellement. L'Amérique nous a amené le mal, mais on a pu trouver chez elle le remède. Les vignes résistantes ont bouleversé les vignobles une première fois au XIXe siècle. Ne sont-elles pas aujourd'hui une piste pour une viticulture durable ? C'est quelque chose qui marche, quoi. C'est pas une vue de l'esprit, là. On a une vigne qui n'est pas traitée, on a une belle récolte, encore une fois, là, on le voit. Et puis ici, en face, il n'y a rien, quoi. Bravant une législation extrêmement hostile, des paysans rebelles n'ont jamais cessé de cultiver les interdits. Nous, en tant que paysans, on n'a pas envie de revenir à des cépages qui soient phytodépendants. Vitis Prohibita sera projeté au cinéma Eden à Montségur le samedi 13 avril à 17h. L'occasion de découvrir l'histoire de l'interdiction de certains cépages en France et en Europe. Un avant-goût avec Stéphane Ballet, réalisateur du documentaire Vitis Prohibita. Je dirais qu'il y a 2 phases. Une première phase en 1934. On était dans une période de grosse surproduction de vin en France, notamment aussi parce qu'il y avait les vins d'Algérie qui inondaient le marché et qui du coup, c'était énormément de vin à boire et c'était impossible. Donc le gouvernement a souhaité éliminer du marché certains vins. Ils en ont choisi 6. Pourquoi ces 6-là ? Je pense qu'en particulier parce que c'était des cépages qui étaient cultivés plutôt par des familles, c'est-à-dire que ce sont des cépages qui sont faciles à cultiver, ils sont naturellement résistants aux maladies. Et donc dans les Cévennes, on avait ce qu'on appelle les paysans prolétaires. La semaine, ils allaient à la mine et le week-end, ils faisaient leur jardin et ils cultivaient leurs treilles. Et donc, le gouvernement a dû penser que, en empêchant ces gens-là de faire du vin et de le boire, ça allait résoudre le problème de la surproduction.
Et après, rapidement, la guerre est survenue, donc on a un petit peu oublié ces questions-là. Et en sortant de la guerre, la question de la surproduction n'était pas tout à fait réglée. Et du coup, le gouvernement a décidé de réorganiser un petit peu la profession, de classer un peu tous ces cépages-là et de faire des listes dans lesquelles on autoriserait certains cépages à la vinification, d'autres comme des cépages plutôt de table et d'autres qu'on interdirait tout simplement. Là, ils ont interdit plus généralement les hybrides, c'est-à-dire les cépages qui résultent de croisements entre diverses variétés. Et du coup, la quasi-totalité des hybrides ont été interdits dans les années 60. Voilà, en France et en Europe, puisque la loi a été reportée sur les lois européennes et impacte tous les pays d'Europe. On ne peut plus cultiver et vendre pour un usage commercial des centaines, voire des milliers de cépages hybrides qui sont issus donc de croisements entre variétés européennes Vitis vinifera et d'autres variétés plus exotiques, comme par exemple les variétés américaines Vitis labrusca, Vitis riparia et autres. Voilà, ça c'est plus possible. C'est sûr que quand on est sorti de la guerre, les grands industriels de l'armement se sont retrouvés avec un marché inexistant. Du jour au lendemain, ils avaient plus de clients pour leurs bombes et autres munitions. Donc, il se trouve que la base chimique pour produire l'armement et produire l'industrie phytosanitaire, c'est un petit peu la même. Donc c'est un peu une reconversion quelque part. Et ils ont défendu leur terrain, quoi, d'une certaine manière. Donc oui, effectivement, il y a un gros lobby des industriels phytosanitaires qui a œuvré dans les années qui ont suivi la fin de la guerre. Après, il faut aussi penser que c'est une période où on pensait qu'on allait résoudre tous les problèmes avec la chimie. Vous êtes malade, vous prenez des antibiotiques, vos plantes sont malades, vous les traitez. Voilà, la chimie allait résoudre tous les problèmes et ça marche. On peut pas dire le contraire, mais peut-être n'avait-il pas conscience de tous les problèmes qui allaient résulter derrière avec les problèmes sur la santé, le problème sur l'environnement, etc. C'est pas des questions qu'on avait à l'époque, en tout cas. Il y a des militants pour le retour de ces cépages. C'est d'abord des associations qui militent pour la biodiversité. Je pense par exemple à Fruits oubliés Réseau, qui défendent ces cépages-là et pas seulement. Après, vous avez des professionnels qui sont de plus en plus intéressés et qui s'engagent dans une viticulture plus soutenable, plus respectueuse de l'environnement, et ils se dirigent vers des cépages qui sont plus faciles à travailler, qui demandent moins de traitement. Et ces cépages-là, ce sont les nouveaux cépages résistants. En fait, la recherche sur la viticulture n'a jamais cessé. En France et en Europe, elle a été assez ralentie, puisque du fait qu'on ne puisse plus commercialiser les cépages issus de croisements entre diverses variétés, la recherche s'est un petit peu détournée. Ailleurs, la recherche a continué, et quand même en Allemagne ou en Suisse, il y a quand même eu de la recherche sur ces questions-là, et des nouvelles variétés de cépages ont été créées. Je pense par exemple aux cépages Piwi, qui sont des nouvelles variétés résistantes et dont le but va être de rechercher
Vous allez prendre un cépage bien connu et bien réputé pour ses qualités gustatives, et puis on va chercher un autre cépage dont on connaît la résistance à certaines maladies, et on va faire des croisements, créer une nouvelle variété qui aura et d'un côté les qualités gustatives recherchées et de l'autre les qualités de résistance recherchées. Voilà. Pour son documentaire, Stéphane Ballet a sillonné l'Europe. Il a aussi traversé l'Atlantique pour trouver, comme ici, des vignerons enclins à s'adapter au changement climatique. Un nouveau film est en cours de production, l'Odyssée des vins interdits, exil et renaissance des cépages historiques américains. Quand j'ai tourné le film Vitis Prohibita, j'avais fait un petit tour d'Europe et j'avais rencontré plein de gens concernés par l'interdiction et qui étaient en lutte pour essayer de réhabiliter ces cépages. Et je me suis dit, mais finalement, d'où ils viennent ces cépages? Ils viennent des États-Unis. Donc je me suis dit, il faut aller voir là-bas comment ça se passe. À l'occasion de mon voyage aux États-Unis, j'ai rencontré l'ampélographe Lucy Morton. Je lui ai demandé, est-ce que tu crois que Vitis Prohibita pourrait intéresser le public américain? Et elle m'a dit, ah oui, mais peut-être qu'il est un peu trop européen pour les Américains. C'est vrai que là, il parle beaucoup de ces questions d'interdiction, et que pour les Américains, c'est intéressant pour eux, mais pas forcément sur tout un film. Donc on a réfléchi à comment adapter le film pour le public américain, et puis rapidement on est arrivé à la solution, à l'idée que non, il fallait pas toucher ce film-là, il fallait en faire un autre pour raconter la viticulture des États-Unis. C'est un peu la même histoire, mais en partant du point de vue américain et non plus du point de vue européen cette fois-ci. Merci à Stéphane Ballet, réalisateur dont le documentaire Vitis Prohibita sera diffusé au Cinéma Eden à l'occasion du Salon du vin bio, biodynamie et nature de Montségur. Ce podcast est produit par Vit ton vin et Sédition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur vitonvin.fr et Sédition au pluriel.fr.